Il me fait, donc du coup, on t'a amputé. Il me fait, t'as d'autres questions? Ça peut paraître une injustice, c'est pourquoi ça m'est arrivé à moi à 18 ans. Ben ça, faut juste l'accepter, c'est la vie. Donc je voulais devenir pompier, je faisais de la boxe, du rugby. Ben là, les trois, c'est ciao, tu vois. Je regarde autour de moi, et là tu vois genre des gens qui sont brûlés, tu vois des tétras, tu vois des paras. Et ça, tu te regardes toi, tu te dis, oh, j'ai qu'une jambe. Ouais, je pense que je m'en sors pas si mal, tu vois. L'accident, ça m'a fait prendre conscience de tellement de choses. Surtout de faire ce que tu aimes et de faire ce que tu as envie et tu y vas à 100%, tu vois. Mon genou, ça là, juste ça, ça vaut 90 000 euros. Et moi, le sport, ça m'a vraiment, vraiment, ça m'a sauvé, quoi. En fait, ben, je me bats contre des valides. Et donc, à chaque fois, Tu les fumes. ils ont un peu le seum. Ils- Bah, je crois qu'on est sur une qualité d'interview qui est assez exceptionnelle aujourd'hui. Je me prends des tartes par un petit jeune. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un 6e épisode de Confidence. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de faire venir Pierre Borgella. Il y a une petite histoire pourquoi je dis Borgella, parce que je me suis fait engueuler tout à l'heure parce que je disais Borgella. Bref, Pierre, il a une histoire passionnante, je pense. Mais c'est justement un petit peu l'idée d'aujourd'hui sur Confidence, c'est que j'avais pour défi. Donc, faut bien savoir que c'est ma 6e interview aujourd'hui. J'en avais jamais fait jusque-là. Et je voulais me mettre le défi d'interviewer une personne que je connais pas du tout. Donc, on va vous expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés, etc. Je lui ai demandé le moins d'éléments possible pour essayer de voir si j'arrive à me saisir de son histoire, si j'arrive à soutirer des choses de son histoire. Parce que je pense qu'il a énormément de choses à faire valoir et à nous partager. Donc, c'est parti pour le 6e épisode de Confidence. C'est parti. Bonjour Pierre, Bonjour Martin, comment ça va? ça va et toi? Bah écoute, mec, je suis vraiment ravi de te rencontrer. On a échangé un tout petit peu avant l'interview, Ouais, tout petit peu. on se connaissait pas. Et déjà, tu m'as dit des choses qui, je me suis dit, putain, c'est ouf quoi. Genre, c'est ce qui se passe depuis le début de Confidence. Il y a des connexions partout. Tout est lié. Tout est lié, exactement. Pour la petite histoire, du coup, avec Pierre, en fait, je vous raconte vraiment comment ça s'est passé. La deuxième interview que j'ai faite sur Confidence, je suis avec une amie devant l'hôtel, etc. Je l'appelle pour prendre des nouvelles, etc. Justine, si tu nous regardes, on t'embrasse. On t'embrasse fort, Justine. Donc, voilà. On lui fait un bisou, on a dit qu'on les embrassait. On embrasse évidemment Yann, qui est un très bon ami à moi aussi, qui est en fauteuil. Bref, on leur fait un gros bisou. En plus de ça, ils vivent un moment quand même particulier, Exactement. qui est, on va pas en parler, mais on est très, très, très heureux pour eux. Donc du coup, moi j'appelle Justine pour prendre des nouvelles, etc. Et puis je dis ouais, je cherche des interviews là, des gens sur Bordeaux, c'est un peu la galère, machin. Et puis elle me parle de toi. Elle me parle de toi, elle me dit Pierre, il est adorable. Elle te tarit d'éloges, vraiment. Elle me dit c'est un mec exceptionnel, etc. Il a eu un accident, bah, tu vas nous raconter. Ah, On fait un peu de teasing. Il a eu un accident, etc. Et tu perds ta jambe. Et vous êtes retrouvés du coup sur le stage de Wake cette exactement. année où je devais être là, mais je travaillais sur Confidence, donc je pouvais pas être là. Donc j'ai pas eu l'occasion de te rencontrer à cette occasion. Mais du coup, on se rencontre aujourd'hui Enchanté. et c'est tout aussi bien. Oui. Exactement. Donc voilà, la petite histoire, c'est que Justine me le recommande. Je lui ai dit écoute, je lui envoie un message sur Instagram. Je lui ai dit vas-y mec, viens, ça va être génial. Et, Et je suis là. et voilà, le défi aujourd'hui, c'est de moi, de voir si je peux interviewer quelqu'un que je connais pas du tout. Donc c'est parti. Pierre, on va Dis-moi. passer à l'instant confidence parce que tu sais un petit peu comment ça se passe sur Confidence. J'ai envie de briser un petit peu la glace, j'ai envie que tu nous racontes une anecdote, celle que tu veux. Et puis comme ça, après, on va pouvoir débuter ton interview. Donc c'est parti pour l'instant confidence. Du coup, Pierre, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote que tu nous as préparée, s'il te plaît? Alors, juste pour la raconter, est-ce que je te regarde à toi ou je regarde la caméra? Tu peux me regarder moi. Ok. Ça, on le laissera parce que c'est marrant. Et en fait, donc du coup, en ce moment, je vois beaucoup de lycéens qui passent le bac. Et hier soir, quand tu m'as envoyé le petit vocal, j'étais là, qu'est-ce que je pourrais raconter et tout. Et là, je vois qu'en ce moment, c'est le bac et tout, il va y avoir les résultats, il y en a. Et en fait, moi, quand j'étais au lycée, j'étais un peu un très mauvais élève, j'en avais un peu rien à faire, je m'en foutiste. Et en fait, du coup, j'ai eu une très mauvaise note au bac, puisque j'ai eu une des pires moyennes de mon lycée. Et en fait, j'ai eu 6,6 de moyenne au bac, parce que, en plus de ça, T'as fait mieux que moi, mec. J'ai une 7, je crois.
En fait, j'étais en spécialité ES. Maintenant, il n'y a plus les spécialités. Et en fait, mon épreuve d'économie et sociale, c'était COF6 et on nous répétait depuis le début de l'année, il y a 3 sujets, mais il faut en faire que 2. Et ben, en fait, j'ai fait les 3 le jour du bac. Et du coup, j'ai une sale note, j'ai eu 2. Et donc, du coup, j'ai eu la pire moyenne de mon lycée. Bon, au final, je m'en suis quand même bien sorti, puisque maintenant, je venais d'être diplômé et tout, d'études supérieures et tout, j'ai une licence et tout, tout s'est bien passé. Mais bon, voilà, donc T'as une licence en quoi du coup? en STAPS, j'ai une licence en fait activité physique adaptée et santé. Ok. C'est pour faire enseignant à bas. Ouais, c'est ça, pour travailler dans les centres de rééducation. Ouais, Trop bien. c'est trop bien. C'est hyper Ça, enrichissant. c'est trop cool, on va pouvoir en parler dans l'interview. Donc, Ouais. très belle anecdote. Et moi, la confidence dans la confidence, c'est bien, c'est qu'à chaque fois, on peut rebondir. C'est que, ouais, moi aussi, j'étais très, très, très nul au lycée. Et puis, tu vois, finalement, j'ai réussi à aller jusqu'en master. Mais c'était pas gagné parce que, du coup, moi, comme toi, la première année, j'ai payé mon bac. J'ai eu la deuxième année, mention rattrapage. Ah ouais. C'est mention rattrapage. Ouais. C'est pas la mention prépa. C'est une mention particulière, c'est vraiment pour les élèves incroyables. Mais non, non, moi, j'ai eu, je crois, 7 la première année, donc t'as fait mieux que moi. T'as eu 6,6. Ouais, et c'était une des pires moyennes de mon lycée. Et le pire, c'est que j'étais là à tous mes potes. Tous mes potes, ils allaient à Gare au Roc juste après le bac. Et j'étais là, non, 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 mais c'est pas possible. Moi, je vais avoir les rattrapages et tout. Donc, je savais que j'allais y aller, tu vois. Donc, du coup, je charbonne les rattrapages. J'ai pas été à Gare au Roc et j'ai même pas été pris au rattrapage. Donc, au final, j'ai tout loupé. J'ai pas eu mon bac. Tous mes potes ils sont partis en études sup. Et moi, je suis resté donc au lycée. Donc, voilà, mais après, c'était trop bien. Je regrette pas, hein. Mais bon. Et du coup, donc, bah, vas-y, on va enchaîner sur un petit peu la période lycée, etc. Donc, Et j'ai loupé mon bac. t'as loupé ton bac, du coup, t'as Du redoublé. coup, j'ai redoublé. Et tu Et, l'as eu. alors, enfin, c'est là, donc je pense qu'on va pouvoir rebondir là-dessus. Mais du coup, j'ai entamé ma deuxième terminale. Mhm. Et j'étais vraiment. Tout mon lycée, j'étais un je m'en foutiste. Vraiment, j'avais pas du tout envie de faire ça. En fait, j'avais d'autres projets. Je voulais devenir pompier. Donc, enfin, moi, à l'époque, en plus, je pensais que pompier, il fallait voilà, passer surtout le concours et tout ça. Et je me disais, ouais, le lycée, ça me sert à rien pour devenir pompier, alors que c'est totalement faux, tu vois. Et du coup, j'avais pas du tout ça en tête. Du coup, je me dis, je vais quand même redoubler. Je vais passer mon bac. Et après, je vais passer mon concours de pompier. Et donc, j'ai fait 1 mois et demi de lycée. Et le 13 octobre donc 2019, j'ai eu donc un accident de scooter en rentrant de soirée. Où, ben, en fait, moi, je rentre de soirée d'une copine à moi à 2h ou 1h du matin. Et en fait, il y a un chauffard, donc c'était à Seignos. Je pense que tu connais bien Seignos. On en parlait. Et en fait, il y a un chauffard, j'étais à même pas 5 minutes de chez moi, et un chauffard qui a pris le virage dans ma voie, en fait. Et lui, il était en voiture et il avait bu et il roulait à 122. Waouh. Et donc, moi, en scooter, forcément, ben, il m'est rentré dedans. Donc, du coup, ben, là, la vie, un peu, elle s'est arrêtée comme un accident. Voilà. Donc, la vie, en fait, s'est arrêtée à ce moment-là. Mhm. Et là, à cet âge-là, donc là, aujourd'hui, t'as quel âge? Là, j'ai 23 et à l'époque, ça faisait une semaine, j'avais 18 ans. Ok, donc tu venais d'avoir 18 ans. Ouais, je venais d'avoir 18 ans. Et donc, je venais un peu de rebondir dans la vie du lycée où ben, je venais de prendre conscience que redoubler, il fallait que je charbonne, que pour devenir pompier, tout ça, tu vois, je commençais à devenir un peu un adulte. Et ton témoignage, il va être hyper essentiel parce que du coup, t'es plus jeune que moi. Et je pense que, bah, toi, enfin, sans même connaître ton histoire, je pense que t'as une force de résilience qui est incroyable. Et je pense qu'elle va être très salvatrice pour des jeunes, tu vois, qui se cherchent, etc. Ouais. Parce que la preuve, c'est que t'as loupé du coup, ton bac. Ouais, Finalement, tu finis par l'avoir. Finalement, en ouais, plus, t'as un coup dur de la vie. ouais, Et t'arrives à rebondir et t'arrives à aller en stage. Je trouve que voilà, le message, c'est aussi de montrer que bah, on peut y arriver. ouais, c'est ça. C'est en fait, c'est avec un peu la force, tu vois, des choses. Et si tu as envie, après, tout se passe naturellement et il faut juste laisser couler, faire les choses les unes après les autres. C'est ce que j'ai fait et ça s'est plutôt bien passé. Et donc, si on revient à ton accident, Ouais, donc t'as ton accident à Seignos. ouais. Alors, c'est ce qu'on disait, c'est que t'as eu ton accident à Seignos. J'ai eu mon accident à Seignos et tu es de Seignos. Et je suis de Seignos. Donc, c'est ça qui est marrant, c'est que sans même se connaître, bah, tu vois, les connexions, elles se créent. C'est ça Ouais. qui est dingue, quoi. C'est fou Exactement. parce que ben, moi, le jour qui a quand même changé ma vie, c'était sur la plage des Gestagno que tu dois certainement Oh, connaître. oui, je connais bien, oui. Voilà. Mais du coup, moi, j'ai eu mon accident là-bas. Bref, c'est pas le propos. Aujourd'hui, on est venu vraiment pour. Enfin, on est là pour parler de toi. Et moi, ce que j'aimerais savoir, donc, tu rentres de soirée, je sais pas, il est Ouais. quelle heure?
Ouais, il devait être 2h du mat. Et en fait, j'avais pas bu et tout. Enfin, voilà. Je rentrais de soirée. En plus, Scooter? ouais, je suis en scooter. Je devais prendre une route qui était plus rapide, pour rentrer chez moi. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai pris une route. Enfin, tu ne dis pas du tout que je vais passer par là, en fait, tu vois. Et en fait, attends, ouais, c'est ça, à 3 minutes de chez ma mère. Il galère. À 3 minutes de chez ma mère, là, il y a une voiture donc, qui a pris le virage dans ma voie. En fait, c'est Le mec, ouais, 122, ouais. Wow. Et donc, il avait bu et en l'espace d'un instant, je comprends plus rien de ce qui t'arrive. Et ouais, c'est des flashs en fait. C'est vraiment des flashs. Surtout le souvenir des phares et tout. Mais en fait, je suis tombé dans les pommes immédiatement. Je me souviens un peu. C'est entrecoupé en fait, si tu veux. Tu vois, il y a des espèces de cuts dans mon souvenir. Je me souviens, il y a une voiture en fait qui s'est arrêtée aussi. Voilà. Et donc du coup, à partir de là, j'ai été amené à l'hôpital de Bayonne où ils m'ont pris en charge donc en soins, enfin en état d'urgence quoi. Et donc du coup, j'ai été amputé net sur le coup avec le choc de la voiture. Ah ouais. Ouais. Donc ça m'a arraché la jambe quoi en gros parce qu'il nous a, enfin il m'a fauché à gauche. Côté, ouais. Ouais. Et donc du coup, là j'ai été donc transporté à Bayonne et donc là ils se sont rendus compte que j'avais la jambe, mais j'avais aussi donc le bras. J'avais une double fracture ouverte du bras. Et surtout, surtout les organes internes, où j'ai eu la rate, le foie et un rein de perforé. Parce qu'en fait, si tu veux, avec le choc, l'arrêt brutal, je pense que le guidon, en fait, ça m'a... Tu sais, tu vois, ça... Tu vois, quand t'as un gros coup là au coccyx, là, t'es là, ouais, voilà. Ça, je pense que c'était ça fois 1000. Et donc, du coup, en fait, ça m'a totalement... ouais, ça a tout à péter. Mais du coup, t'as fait une hémorragie? Et du coup, hémorragie interne et surtout, alors en fait, ce qui est fou et complètement dingue, c'est que, tu vois, j'ai eu une hémorragie interne, j'ai eu la jambe, j'ai eu le bras, mais en fait, j'avais un casque bol, tu vois, les casques de scout, et j'ai rien eu à la tête. Et ça, c'est fou. J'ai pas eu de traumatisme, enfin, de commotion cérébrale, j'ai pas été défiguré. Mec, Et ça, c'est fou, tu vois. Et surtout, un casque bol, t'es... le monde. Non, voilà. Donc, du coup, arrivé à Bayonne, j'ai passé, je crois, 24 heures, tu vois. Et là, c'était trop compliqué pour eux et j'ai été héliporté, donc en hélico, au CHU de Bordeaux, donc en réanimation. Ah, t'es venu à Pellegrin, du coup? Ouais, c'est ça. Donc, je suis venu à Pellegrin et là, ils m'ont rentré dans le coma dès Bayonne et j'ai fait à peu près, grosso modo, 1 mois de coma. Un mois où tu te souviens de rien? 1 mois où je dormais. Enfin, en vrai, c'est pas tout à fait vrai parce que dans le coma, alors moi, c'était pas un coma naturel, c'était un coma par médicament, si tu veux. C'est daté, ouais. Ouais, voilà. Donc, du coup, dans ma tête, j'ai continué à vivre. Alors ça, tu vas nous en parler parce que moi, je pense à ma pote Julie de Sévry. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, D'ailleurs, celle qui a été brûlée. Ouais. C'est ça. Et du coup, elle vit du côté de Hossegor, etc. Et Julie, elle en parle de justement son expérience du coma, etc. Donc je suis curieux effectivement d'avoir... Ouais, alors, je sais pas si c'est que moi, si elle a eu comme moi, je connais pas trop bien son histoire, mais en vrai, je pourrais en discuter avec elle, ça peut être trop drôle. Mais moi, en fait, j'ai continué ma vie vraiment dans ma tête, Je crois que c'est ça. où c'est-à-dire que j'ai des souvenirs qui sont ancrés en moi, comme si je les avais vécus, et comme si toi, tu penses à quelque chose de ton enfance, moi, je vais passer à ma période de coma, et je vais voir des flashs, des images, des souvenirs qui peuvent être très courts, très longs. Et donc, du coup, en fait, je me suis réveillé 1 mois après, et en fait, mais tu vois, par exemple, je savais que j'étais à l'hôpital, mais je pensais que j'avais le cancer. Donc, tu vois, c'est lié ou à l'hôpital, la maladie ou quoi, mais je pensais que j'avais le cancer. Je pensais que ma maman avait déménagé. Je pensais que mon arrière-grand-mère était morte, alors qu'elle était morte genre 4 ans avant, tu vois, ou 5 ans avant. Donc, j'étais totalement perdu, en fait. Mais t'as des souvenirs par exemple, des gens qui venaient te voir à l'hôpital, etc. Non. Je sais que ma mère et ma soeur aiment passer beaucoup. Il y a eu mes copains et tout, que j'embrasse, qui m'ont fait beaucoup de vocaux et qui aiment le passer, en fait, si tu veux, dans les oreilles. Elles mettaient de la musique, mais
peut-être que ça a influencé, si tu veux, mes souvenirs, mais je ne peux pas te dire ce qu'elle m'a dit ou ce qu'elle m'a passé comme musique. Mais je pense que ça a influencé, si tu veux, mes souvenirs du coma. Et donc voilà, après, je me suis réveillé et là, j'étais totalement à l'ouest, quoi. Il a fallu me remettre un peu les idées en place. Pourquoi ils te mettent dans le coma, eux, aussi longtemps? C'est pour ta survie? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais que, si tu veux, bon, ça va être un peu dégueulasse, hein, mais j'avais le bide ouvert, donc ils m'ont ouvert tout le bide. Et si tu veux, j'étais dialysé et tout ça, et ils te referment pas complètement le bide parce que tu vas avoir des interventions Je crois que je sais de me la mettre. régulièrement. Et Pour éviter de te rouvrir, c'est ça? voilà, et en fait, pour éviter de te rouvrir et tout ça, il te laisse en fait ouvert, en gros. Et en plus de ça, surtout, j'ai eu en fait une fascite nécrosante à la jambe, c'est-à-dire c'est une bactérie que j'ai sûrement dû choper dans la forêt. Et cette bactérie, j'étais amputé là, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, j'étais amputé au niveau de la cuisse, donc juste au-dessus du genou. Et cette bactérie, elle a commencé à me ronger pendant que j'étais dans mon coma, et à me ronger mon os, surtout à ronger ma chair. Et donc, en fait, tous les jours, ils allaient au bloc nettoyer, amputer de jour en jour. Et sauf qu'en fait, cette fascite nécrosante, elle prenait de plus en plus de place dans mon sang, à l'intérieur de moi et tout. Et donc, en fait, j'ai fait, jusqu'au moment où, en fait, où j'ai fait un choc septique. Donc, un choc septique, bon, je ne suis pas calé non plus en médecine, mais comment je peux le résumer? Un choc septique, c'est que ton corps disjoncte, en fait. Tu remets ton corps n'en peut plus de l'infection et ton corps, en fait, disjoncte. Et donc, tout, entre guillemets, s'arrête. Et donc, du coup, ça, pendant mon coma, ce qui m'a sauvé, c'est qu'il savait que j'allais en faire un. Donc, direct en réanimation, il s'attendait à ça, quoi. Un choc septique, beaucoup... Faut être traité. En plus, il faut que ça soit traité hyper rapidement. Voilà, en fait, c'est ça, un choc septique, c'est ça, parce que beaucoup finissent quadri-amputés, parce que ton sang, il va direct sur tes organes vitaux pour protéger. Bon, après, c'est très Bah, tu vois, par exemple, je pense aussi spécifique. à mon pote Théo Curin. Alors, c'est peut-être un peu différent, mais je crois, lui, Mais c'est ça, il a une méningite. Ouais. Et en fait, faut C'est- couper, sinon tu meurs, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Et Septicémie et... voilà, c'est ça. Et donc, du coup, moi, ce qui m'a sauvé, c'est qu'ils savaient que j'allais en faire un choc septique. Et donc, du coup, ils m'ont direct pris en charge et tout. Et c'est ça qui m'a sauvé, entre guillemets. Et donc, aussi, ils avaient préparé ma famille et mon entourage à ce que ça se passe mal. Donc, tout le monde était soulagé quand ils ont compris que ça pouvait que mieux aller après ce choc septique. Et donc, ouais. Et donc, voilà. Donc, du coup, après, je suis sorti du coma. Donc, voilà, comme je t'ai dit, il a fallu un peu tout me remettre en place. L'annonce aussi, tu vois, de mon amputation, qui a été quand même assez bouleversante parce que moi, je pensais que j'avais un cancer et tout, comme je te disais. Et si tu veux, j'étais allongé sur le dos, comme ça, en mode à compter les carreaux. Je pense que toi, tu as dû aussi. Voilà. Ouais. Et t'es comme ça, en mode voilà, qu'est-ce que je fais là? Et si tu veux, moi, j'avais des douleurs fantômes. Donc, ça, si tu veux, on pourra en reparler après de ce que c'est et tout ça. Et j'avais des douleurs fantômes, donc j'étais sur le dos et j'essayais de toucher mes deux jambes. Et en fait, je sentais ma jambe gauche comme si elle était dans un plâtre, tu vois. Mais un plâtre, un truc de béton, quoi. Impossible à bouger. Et en fait, j'essayais de faire comme ça avec mes deux jambes. Et putain, j'arrivais à bouger ça là et tout. Et je me disais, j'ai dû me casser la jambe ou je sais pas ce que j'ai fait. Et du coup, je demande à ma mère, et genre, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? Et là, Là, tu savais pas à ce moment-là? Ah non, 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 je savais pas. Après, je venais de me réveiller et tout ça. Et genre, quand on te réveille, on te dit pas, tu vois, ouais, t'as pris une jambe, tu vois. Ouais. Donc, le temps que je reprenne mes esprits, et là, je demande à ma mère et je vois qu'elle devient livide, tu vois. Et là, tu réagis comment? Et donc, mais je comprends pas. Et elle appelle, en fait, si tu veux, un médecin pour. Je pense que c'était au-dessus de ses forces. C'était pas à elle de me le dire forcément, tu vois. Et ce que je comprends, hein, tout à fait. Et donc, du coup, le médecin, il arrive, et je crois que c'était un interne, enfin, je suis pas bête. Et donc, il arrive, il s'assoit à côté de mon lit, il me regarde et tout, il me fait, voilà, en fait, tu as eu un accident de scooter, je sais pas si tu te souviens. Ouais, j'étais, oui, peut-être. Enfin, il me fait, donc, du coup, on t'a amputé, voilà. Et genre, on t'a amputé.
on t'a amputé la jambe. Et j'étais là en mode, ok. Il me fait, t'as d'autres questions? Et là, j'ai fait en mode, bon, ben non. Et du coup, ben voilà, il est parti. Et là, j'étais en mode, wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Et surtout que ben, moi, j'y connaissais rien au handicap. Alors, ma maman, elle est assistante sociale, elle a travaillé pendant 20 ans dans le centre de rééducation. Donc, elle connaissait. Et, Elle a travaillé où? au centre au centre de rééducation de Bagnères de Bigorre, Ah, ok. dans les Hautes-Pyrénées, parce que je suis né à Tarbes. Ah, ok. Je suis de Bagnères de Bigorre de base, à côté de la Mongie. Et La montagne. exactement, la Bien montagne, ça vous gagne. Et donc, du coup, voilà, et là, si tu veux, je comprenais rien, j'y connaissais rien au handicap. Mon monde de 18 ans, jeune adulte qui voulait devenir pompier, qui faisait de la boxe et du rugby, bah là, il y a tout le château de cartes qui s'effondre et en fait, tu repars de zéro, quoi. Et je savais pas par où commencer, je savais pas ce que je devais faire et j'avais trop de questions, en fait, sur en tête. Donc, en plus de ça, il a fallu, en fait, commencer à réapprendre les choses. J'avais perdu quasiment 30 kilos. J'étais vraiment un squelette, quoi. Vraiment, j'étais Tu fais 1 mètre combien là actuellement? 80. 80? Et je faisais à peu près 80 kilos. Ouais. Et j'en faisais 37, je crois. What the fuck? Ouais. Mais si tu veux, en vrai, je t'enverrai une photo. Ouais, parce que moi, mais- déjà, moi, ça m'avait choqué. J'avais perdu 10 kilos, je suis passé de 76 kilos, pareil, à 1m80 comme toi, à 66. Et déjà, quand je revois les photos, je suis hyper Ah ouais, c'était fou. Alors bon, j'avais quand même une jambe en moins. Donc, Ah oui, c'est vrai. ouais, il y a quand même une partie de moi en moins. Donc forcément, le poids diminue, logiquement. Mais en plus de ça, c'est-à-dire que j'avais tellement plus la force de rein que les infirmières, elles devaient m'aider à me tourner, tu vois. Genre comme si j'étais tétra en fait. Ouais. Parce que j'étais comme ça et j'avais plus du tout la force. Alors en plus, j'avais le bras dans le plâtre parce que j'avais ça. Et j'avais le bide. Et en plus, j'avais un fixateur externe de hanche parce que j'avais totalement le bassin en fait broyé et tout. Et justement, on va en parler parce que là, je vois ta cicatrice. Ouais. Tu peux nous la montrer? Là, du coup, c'est ta double fracture. Ouais, c'est ça, ma double fracture ouverte, s'il vous plaît, monsieur. Ouverte, autant pour moi. Non, voilà. Et ça, en plus, j'étais gaucher. Donc, enfin, je suis toujours gaucher en fait. Mais ça a été. T'es ambidextre. Maintenant, je suis pas tout à fait ambidextre, mais c'est vrai que je me débrouille pas mal quand même. Mais voilà, donc ça, bon, à vrai dire, ça c'était un peu secondaire quoi. Petit détail. Ouais, ça c'était un petit détail. J'étais là, wow, ça va. Et justement, donc la conséquence, donc, c'est que tu as été amputé. Ouais. Donc toi, c'est quand même particulier. Moi, Alors voilà, oui. moi c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de. C'est un peu la cour des miracles, mes potes, mais c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de gens qui ont eu des accidents, qui ont eu des tragédies et qui en ont fait quelque chose. Et c'est aussi ça qui est cool de t'avoir. Je sens déjà beaucoup d'énergie en toi et genre, bah voilà, hein, moi j'apprends aussi des parcours comme le tien. Je reste tétra, mais des parcours comme le tien, ils forcent le respect. Du coup, moi j'ai connu des tibiales amputés, donc le tibial c'est au niveau du tibia, t'as les fémorales. Exactement. Et toi, j'en ai jamais rencontré. Ah, et moi, c'est la particularité, vas-y, je te laisse expliquer. Ça s'appelle une désarticulation de hanche. En fait, suite au choc septique, c'est comme des mauvaises herbes, une infection. C'est-à-dire que ça prend à la racine. Non, ça prend justement à l'extrémité. Et moi, pour me sauver, ils m'ont coupé à la racine. Donc, ils m'ont coupé au niveau de la hanche. D'où des articulations de hanche. En fait, ils retirent toute la jambe. En fait. Ouais, en fait, c'est ça. De la tête du fémur, ils retirent tout. Bon, moi, pas tout à fait. Bon, ça, c'est médical, mais il me reste genre ça de fémur. Mais voilà, donc ça s'appelle une désarticulation de hanche. C'est un appareillage qui est très complexe, qui est assez spécifique, qui est très intéressant, mais voilà, donc c'est quand même assez fatigant de porter une prothèse comme ça parce qu'en fait, c'est un corset. C'est vraiment. Tu me disais quoi en off? Tu me disais que. Ouais, 80%. C'est ça, c'est un désarticulé de hanche. Ça dépense 80% d'énergie de plus qu'un homme valide pour marcher. Donc, c'est quasiment 2 fois plus d'énergie. Et donc, voilà, donc c'est un corset en fait que je mets là. Et donc, en plus, j'ai une pièce de hanche. Donc là, c'est une mousse, c'est plus pour l'esthétisme, tu vois. Et le genou et la cheville. Voilà. Ah, je crois que c'est le moment ou pas? Ouais. Tout à l'heure, il nous a fait un tricks. Il va nous montrer. Regardez le tricks. Magnifique.
Le 360, on Est-ce qu'on l'appelle. peut appeler ça prendre ses jambes à son cou? Là, ça prend toute ça. Ouais, vraiment. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est un appareillage qui est assez spécifique. Et en plus, le centre de rééducation où j'ai été, toi, tu étais à Gassy, Ouais, tour de Gassi, ouais. ils en avaient fait quelques-uns des appareillages comme ça, mais Parce que tu me disais, il n'y en a pas beaucoup dans le fond. non, il y en a vraiment pas beaucoup. Qu'est-ce qui explique que tu en aies si peu? Parce que, en fait, c'est le. Alors, je pense qu'il y a les progrès de la médecine. Et aussi, je crois que des articulations de hanche, en général, elles arrivent par des cancers. Ok. Des cancers, des ostéosarcomes, du coup, donc des cancers sur l'os. Et c'est pour ça qu'en général, on désarticule. Mais des traumatiques, il y en a eu très peu. Donc, en plus, on m'a fait une greffe, une prise de greffe, plus une greffe. En plus de ça, j'avais le bide, donc je suis arrivé à la tour de Gassy. Enfin, voilà, il y avait tellement de choses à faire. Et pour apprendre à marcher, t'as mis combien de temps? Parce que ça doit être hyper fatigant. Et alors, En plus, t'as dû reprendre tes kilos. j'ai dû reprendre mes kilos. En plus de ça, j'avais tout le truc au bide. Donc, si tu veux, on ne pouvait pas m'appareiller, me mettre de la prothèse, Cicatrisation et tout. voilà, sans que ça cicatrise en fait. Ouais. Donc, et en plus de ça, j'ai eu. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, voilà. Et en plus de ça, pendant, je pense, 7-8 mois, j'ai fait un rejet total au début d'entendre ce que c'est une prothèse en fait. Ok. Pendant, ouais, en vrai, j'ai dit 7-8 mois, mais presque, c'est presque un an, ouais. En fait, je ne voulais pas entendre, je ne voulais pas le croire en fait que j'allais être appareillé. Je voulais pas qu'on me montre de photos de prothèses. Je voulais pas, encore moins, qu'on me montre des gens qui marchent. Parce que pour mon entourage et pour les gens qui me connaissent, tu vois, ils étaient plus là en mode, oh tiens, regarde ce que tu vas pouvoir faire. Mais je voulais pas du tout me limiter à ça, si tu veux. Et en plus de ça, j'ai eu un médecin, mon médecin rééducateur de la Tour de Gassy, que j'embrasse, qui est exceptionnel, Dr Klotz. Je connais pas. Et qui est, voilà, qui est vraiment la référence en vrai en France des amputés. Mais lui, il est arrivé, il est venu me voir en réa parce que il fait un peu son recrutement, tu vois. Et des Avengers, quoi. Et Moi, c'est pareil, mais pour les blessés médulaires, ça me rappelle tellement de souvenirs, c'est trop drôle. Et si tu veux, il m'avait dit, voilà, il m'avait posé le tableau direct. Tu vas avoir un appareillage très compliqué, ça va être très dur de marcher. Tu vas pas souffrir, mais ça va être un combat, quoi. Et là, vraiment, ça aussi, tu vois, boum, un autre mur où là, avec ma famille, on était là, oh, ça va être et tout. Où c'est qu'on s'embarque, tu vois. Et donc, suite à ça, ben, ça m'a un peu démotivé, mais ça m'a motivé. Ou dans le sens, ben, j'ai mis 8 mois à me motiver, mais quand j'ai commencé à me motiver, quand j'ai commencé après les 8 mois, là tu vois, j'étais là et c'était vraiment. Tu étais sportif avant, du coup? Ouais, c'est ça, en fait, je faisais de la boxe et du rugby. Et du coup, ben, pendant ces 8 mois, j'ai pu reprendre des kilos, j'ai pu cicatriser, j'ai pu surtout me renforcer sur une jambe, travailler mon équilibre. Ça a été, enfin, alors en plus, moi, il y a eu le Covid, il y a eu les confinements au centre de rééducation, donc ça a été pas très drôle. Mais à la fois, j'ai fait mes meilleures rencontres au centre de rééducation, je pense que toi aussi, tu vois. Mais c'est là où tu te fais vraiment des amis. Et du coup, t'étais à la Tour de Gassi alors? Ouais, j'ai été à la Tour de Rééducation. De 2020 à 2021. Putain. Janvier 2020. Ouais, tu vois, on aurait pu se croiser, mais moi, Toi, c'était moi j'avais pris un peu d'avance. Ah, Ouais, c'était quand? j'ai provoqué le destin, moi. Toi, c'était quand, toi? Moi, c'était en 2017 que j'ai eu mon Ah ouais. accident. Et je suis resté jusqu'en juillet 2018 à Gassi. Ah oui, quand même, t'as fait un bon petit séjour quand même. Ouais, j'ai fait en tout et pour tout, j'ai fait 11 mois Ah ouais. entre l'hosto et la rééduc. Et moi, il y a une question quand même que je me pose. Ta famille, tu me disais que tu étais Ouais. hyper soutenu, Ouais. donc ça t'a beaucoup aidé. Ouais. Et comment ils ont réagi au moment de ton accident? Ben, en fait, je dis toujours comme si je racontais tout le temps mon accident. Bon, un peu quand même, mais Parce que, je précise, excuse-moi de te couper, ouais, toi, c'est la première interview que tu fais? ouais, c'est la première, oui, La première, la plus stylée. ouais, voilà, la plus stylée avec quelqu'un de badass, tu vois, c'est ça le truc. Non, mais en fait, je dis tout le temps que moi, j'ai pas trop souffert parce que ben, t'es tellement épaulé par le corps médical et c'est comme un train qui avance et hop, t'as juste à monter dedans. Tu poses quand même des milliards de Tu te poses des milliards de questions, mais si tu veux, moi, j'ai pas trop souffert. Je pense que c'est plus ma famille, ma mère et ma sœur, qui, elles, ont vraiment été
Alors, elles étaient bien épaulées aussi, mais juste, elles ont cogité, tu vois. Et de voir là, d'attendre en fait les médecins qui leur disent ou pas, en mode ben, il va mourir, il va pas mourir, il va faire un choc septique. Là, on a dû encore l'amputer. Là, il y a eu le bras, là, il y a eu le bide. Enfin voilà, elles sont passées de Bayonne à Bordeaux, elles ont logé à Bordeaux, elles ont attendu patiemment. Donc, elles ont eu raison après, tu vois. Et en plus, elles ne pouvaient rien faire, elles, juste à attendre. Et donc, elles étaient là tous les jours, elles étaient présentes. Elles étaient présentes au centre de rééducation. Donc, en soi, ce n'est pas moi qui ai souffert, qui mentalement parlant. Alors, c'est sûr, tu perds C'est ouf, un mec. bout de jambes, mais tu vois, c'est plus ben, ma mère et ma Ouais, soeur. ouais, mais ce qui est fou, c'est que tu vois, genre, tu penses d'abord à ta famille qu'à toi. Mais ouais, mais après, dans mon coma, moi, j'étais bien. Enfin, Ouais, mais c'est ouf parce que t'as quand même tout de suite, t'as pris ce truc en mode vas-y, il m'est arrivé ça, bam, j'y vais tout de suite, quoi. Non, non, non. Alors, ça. Enfin, Ouais, mais enfin, en tout cas, la manière dont tu le dis, après, peut-être que effectivement, est-ce que. non, mais il y a eu. Alors, forcément, il y a eu des moments. Il fallait s'accepter. J'ai été mal. J'ai été au plus bas, tu vois, comme tout le monde. Et ça arrive à tout le monde au cours d'une vie. Mais moi, alors, par la force des choses, je sais pas, par mon entourage, parce que le fait que je sois jeune ou quoi. Voilà, il y a eu ça. Et j'ai pris mon temps. J'ai fait quand même 1 an et demi de centre de rééducation, pardon, avec un peu d'hôpital de jour et tout. Et sur ton objectif un peu à long terme, qu'est-ce qui t'a un peu guidé? Ah, alors là, j'avais pas d'objectif. Et c'était ça je pense que c'était ça, en fait, le plus dur à accepter. C'est que je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup. Et moi, au lycée, c'était pompier. Donc, je voulais devenir pompier. Je faisais de la boxe, du rugby. Ben là, les trois, c'est ciao, tu vois. Et donc, du coup, c'était ça qui m'a un peu le plus blessé. C'est-à-dire que j'avançais dans quelque chose d'inconnu avec tout ce que j'avais envie de faire, eh ben, c'était fini, tu vois. Et c'est ça qui a mis le plus de temps à revenir, à me trouver des objectifs. Une fois que j'ai trouvé des objectifs, tu vois, c'était step by step, tu vois. Je me souviens, au centre de rééducation, je suis arrivé, je ne savais pas conduire en fauteuil roulant. Et ça, ben voilà. Donc après, tu montes dans un fauteuil roulant, tu apprends à conduire, après, tu apprends à te mettre sur une jambe, après, tu apprends à tenir l'équilibre, après, tu vois. Donc, c'était des petits objectifs comme ça. Et après, il y a eu la prothèse. Donc, ça a été le plus gros objectif. Tu te souviens le jour où tu l'as reçu? Alors, le jour où... Parce que, pour la petite anecdote, je regardais en fait des profils d'orthoprothésistes sur Insta. Et je scrollais, j'essayais de me renseigner parce que j'avais passé le cap de « Ok, c'est bon, je vais avoir une prothèse, je suis cicatrisé. Ok, maintenant, tu vois, c'est le combat. » Et donc, du coup, je regardais et je tombe sur 2 jeunes orthoprothésistes à Pessac et tout, qui surfent, ils sont cool et tout. Et je me dis, vas-y, je les contacte, je leur envoie un message sur Insta. Et en plus, c'est pas banal, tu vois, de contacter un orthoprothésiste comme ça. Et voilà, et alors, du coup, on s'est rencontrés comme ça. Et il m'a dit, moi, je suis pas du tout formé dans ton appareillage parce que c'est vraiment quelque chose de spécifique. Il faut qu'on aille se faire former à Paris. Et donc, du coup, moi, mon orthoprothésiste, alors qu'on ne se connaissait même pas, et ma mère, on est montés tous les trois à Paris. Et c'est là où j'ai rencontré mon orthoprothésiste. Et Ça a matché. ah ouais, bon, c'est presque mon ami, tu vois. Enfin, c'est mon ami. Ouais. Et donc, du coup, Marie et Diego, si vous nous regardez, je vous embrasse. Et en fait, c'est ça qui est super important. C'est un orthoprothésiste, c'est comme un médecin ou un gynéco. C'est genre en mode, tu dois avoir confiance, tu dois tout lui dire. Tu dois lui dire si ça te fait mal, si tu vas le voir très souvent dans ta vie. Donc, autant que ça matche et que tu te sentes bien. Et donc, on est parti à Paris, dans le siège en fait, de Autobox. C'est la marque de prothèses en France. Il y a 2 marques, à peu près, ou 3 marques. C'est quoi, il y a Autobox? Autobox, Ossure. Ouais. Et après, l'autre, je sais pas. Ouais. Et en fait, on est monté à ce siège parce que là aussi, c'est un peu limité par la technologie où il y a très peu de marques qui fabriquent des pièces de hanche parce qu'il me faut une pièce de hanche. Il y a très peu de marques qui fabriquent des pièces de hanche en fait. Parce que c'est tellement niche comme marché qu'ils ne vont pas dépenser des milliers et des cents pour appareiller 3 jeunes en France, tu vois. Et ça vaut combien du coup? Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est la vie d'Andy tout court, qu'on soit en fauteuil, qu'on soit en prothèse, ça vaut extrêmement cher. Et alors, on a énormément de chance en France d'avoir la Sécu. Donc, en fait, la Sécu, elle va prendre en charge certains types de prothèses, certaines gammes.
et arriver à une certaine gamme de prothèses, elle ne prend plus en charge. Donc, on va avoir les prothèses. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais les prothèses que prend en charge la Sécu, on va graviter autour de 50 000 euros, ce qui est quand même énorme. Et après, on va monter petit à petit et ça peut arriver à 100, 120, 130, 150 000 euros en fait. C'est énorme. Et c'est énorme, c'est des dizaines d'années de recherche en fait. Pour ceux qui se demandent et tout, mon genou, ça là, juste ça, ça vaut 90 000 euros. Et c'est donc électronique. Je le recharge comme mon téléphone toutes les semaines. Externe pour... Il n'y a pas de batterie externe, je pense que là ça marche pas. Mais voilà, et ça va sous l'eau. Ouais. Ça va sous l'eau. Ça va sous l'eau. C'est quand même une révolution. On n'est plus sur la jambe de bois de l'époque de nos grands-parents. Mais voilà, c'est un truc de fou maintenant les prothèses qu'ils font. Et je pense que j'espère dans 10 à 20 ans, ça va être encore incroyable. Et toi, je fais le parallèle parce que tu vois, on parle beaucoup en ce moment de... Alors, je sais pas ce que ça va donner. Le remboursement des fauteuils. Ouais, le remboursement des fauteuils. Et tu vois, genre, il n'y a pas de primauté à avoir sur le remboursement d'une jambe exactement. Ou d'un fauteuil roulant. Par contre, tu vois, ce que je trouve ouf, c'est que les amputés, ils ont, tu vois, sur des prothèses, ils vont pas avoir de reste à charge que nous, on va avoir. Et tu vois, genre là, on parle du remboursement 100% fauteuil. J'espère que, tu vois, genre, parce que même le plus cher des fauteuils, allez, on va dire un truc un peu haut de gamme, je vais pas citer la marque parce que je vais pas leur faire de le pub, mais tu vois, genre, tu vois, sur le fauteuil le plus cher, on est à 10 000 euros. Et 10 000 euros, bah, tu vois, ça va être 5 fois moins cher qu'une prothèse à 50 000, ce que tu me disais. Après, c'est parce que c'est pas motorisé aussi. Tu vois, si tu passes sur les fauteuils motorisés, c'est des gammes aussi. Et ce qui est aussi à la fois, j'allais dire dégueulasse, mais c'est que un jeune qui a un cancer, en fait, moi, je peux me payer tout ça parce que c'est dû à un tiers responsable. C'est quelqu'un qui m'a fait ça. Donc, c'est son assurance à lui qui prend en charge. Mais quelqu'un qui a un cancer, un jeune qui a un cancer, qui se fait mal tout seul, qui se vote tout seul, eh ben lui, il pourra pas avoir ça. Et c'est ça qui est à la fois inégalitaire. Parce que c'est comme nous, pourquoi lui, il ne mériterait pas et moi, oui, tu vois. Et inversement. Bah, c'est comme Andy qui a eu un accident. Bon, moi, pour le coup, j'ai touché R. Après, si je peux rebondir dessus, tu vois, chacun... on pense que moi, j'ai qu'une prothèse, toi, tu n'as qu'un fauteuil. Mais la vie d'Andy, c'est tellement ça a un coût en fait tellement important parce que y a l'adaptation de la voiture. Moi, j'avais pas le permis, donc ça aussi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment je vais pouvoir conduire une voiture? Il y a aussi le fait que moi, j'ai besoin d'un fauteuil parce que là, on me voit avec la prothèse et tout. Mais tu fatigues. Mais je fatigue extrêmement, ça me fait beaucoup. Enfin, c'est des douleurs au quotidien, tu vois. Surtout quand il fait chaud et tout. Ça... T'as la sonde qui est autour de toi, c'est ça? Ouais, c'est une coque en carbone. Et c'est vraiment une coque en carbone et que je mets autour de moi comme un corset en fait. Et ça frotte. Ça frotte, ça chauffe et ça fait des douleurs, des petites douleurs. Alors quand tu commences à avoir mal à 10h le matin et que tu prends le train pour Paris et que tu dois aller marcher à Paris toute la journée, tu vois, ça fait long. Donc c'est vrai que le fauteuil et tout, moi ça m'aide de fou chez moi. Faut trouver un logement adapté. Ça, bon courage. Donc, mais tu vois, c'est ce que tu disais, c'est que on n'est pas sur la même échelle. Et tu vois, je pense que, bon, moi en l'occurrence, j'ai pas touché d'argent parce que moi, il n'y a pas de tiers responsable, je peux pas accuser le sable. Mais effectivement, toi, tu le disais, entre ceux qui ont un accident et ceux qui ont un cancer, bah, nous, c'est la même chose avec, par exemple, celui qui est né avec un handicap, qui a grandi avec, et nous qui avons eu un accident, ou bon, il y en a certains après, ça reste quand même une minorité, hein, des gens qui ont eu un tiers responsable et heureusement pour eux, parce que comme tu le disais, c'est un reste à charge qui est énorme. Mais on a de la chance quand même en France d'avoir la Sécu, comparé aux autres pays où, alors, ok, il y a quand même beaucoup de travail à faire, tout le temps, mais c'est quand même un avantage de fou. Mais c'est ça qui est vachement délicat dans nos causes, c'est que à la fois on est reconnaissant de la Sécu et des fois on aimerait aussi et en effet, pas se priver de se battre pour nos droits et pour des choses qui peuvent améliorer en fait notre quotidien finalement. Non, ça c'est vrai. Ouais, t'as très bien résumé, c'est exactement ça. C'est parce qu'à la fois, on pourrait nous dire, ah ça va, vous n'avez pas à nous plaindre, vous pourriez aller, je sais pas où, tu vois, dans d'autres pays. Mais à la fois, il y a quand même, bon, moi, voilà, mais il y a quand même des choses. Moi, je pars du principe que dans un pays comme le nôtre, où on crée de la valeur et où chacun crée de la valeur dans son métier,
où on va pas dire qu'il y a pas d'argent parce que quand on voit, et je veux pas, parler de politique, mais tu vois, genre, quand tu vois les taxations qui sont les nôtres et cetera, bah, à un moment donné, enfin, je sais pas, genre, je pense qu'on est suffisamment taxé pour que justement on puisse aider justement les plus Ouais. défavorisés et les personnes qui en ont besoin. Mm. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ça, moi, je me connais pas trop en politique. ouais, mais c'est pas pour moi, c'est pas de la politique, mais je sais pas, quand on est des pays comme les nôtres où on crée énormément de valeur, bah, je pense que faut qu'on ait, aussi le «retour» entre guillemets sur Oui, la ça. valeur qui est créée et c'est pour ça que, bah, en tout cas, moi, je me battrai tous les jours pour les personnes qui en ont besoin et ceux qui sont les plus défavorisés et à la fois, on va pas se plaindre d'être en France, mais à la fois, il faut se battre pour nos droits et Ouais. bah, faciliter aussi le quotidien qui sont les Mm. nôtres, tu vois? Enfin Ouais. et du coup, là, depuis ton accident, enfin, je sais pas d'ailleurs parce que c'est vrai que, là, on a l'impression qu'on se connaît, mais en fait, on se connaît pas du tout. Non. Donc là, tu es diplômé en licence. Donc, en fait, ouais, Tu fais voilà. quoi actuellement? Donc, je fais rien. Après, est-ce que tu veux que je reprenne de la sortie du centre de rééduc jusqu'aux études ou pas? Tu fais comme tu veux, mec. Non, mais en gros, au centre de rééduc, quand j'ai commencé à être appareillé, après, j'ai continué ma rééducation. J'ai trouvé un appart sur Bordeaux. Et là, je me suis dit, si tu sors du centre de rééducation, il ne faut pas que tu te poses chez toi, même un mois, tu vas devenir fou, tu vois. Je suis quand même quelqu'un d'assez actif, Actif, ouais. qui aime avoir ses objectifs. Donc j'étais là, tu sors du centre de rééducation définitivement, tu entames quelque chose. Donc j'ai trouvé mon appart et j'ai postulé sur Parcoursup à STAPS à Bordeaux. Et donc là, je suis sorti du centre de rééducation, j'ai pris un appart, j'ai démarré en septembre STAPS à Bordeaux, donc en L1. Et donc là, j'ai continué. Et donc là, je viens tout juste d'être diplômé donc en troisième année donc, Ok. d'enseignant en activité physique adaptée. Est-ce que tu penses que ton accident, il t'a aidé à mieux travailler? Alors, mais Parce que tu me disais que tu étais un peu un parano et j'étais un cancre. En fait, j'étais pas méchant, je faisais pas de conneries, Ouais. mais juste, je m'en foutais de tout. Et l'accident, ça m'a fait prendre conscience de tellement de choses et pas forcément de l'importance de l'école, parce que ça, c'est mon avis personnel, c'est pas vrai. C'est surtout de faire ce que tu aimes et de faire ce que tu as envie. Et dès que je fais quelque chose, tu vas à 100%, tu vois. Donc, j'ai démarré STAPS et j'ai bien travaillé jusqu'à avoir ma licence. J'ai même beaucoup travaillé. J'ai aimé ce que j'ai fait. Donc, en fait, C'était pas une contrainte pour c'était toi? pas une contrainte. Et surtout que moi, c'était donc STAPS et avec la mention activité physique adaptée, donc Ouais, c'est ce que APA. j'allais dire. Donc, c'est du sport qui est lié en fait à des personnes qui ne peuvent pas pratiquer dans des conditions ordinaires. Donc, d'où l'activité physique adaptée. Et en plus de ça, je baignais du coup dans un monde que je connaissais. Donc, j'apprenais sur le handicap tout le temps à la fac et tout. Et donc, ça, c'était hyper intéressant. J'ai fait mon stage dans un centre de rééducation. Enfin, c'était trop bien, tu vois. Et donc, voilà. Trop bien. Trop, trop bien. Et du coup, donc là, tu es diplômé en tant qu'APA. Ouais. Donc APA, comme tu le disais, c'est activité physique adaptée. Ouais. C'est pour des populations qui ont À besoin spécifique. un besoin spécifique. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup parler dans les centres de rééducation, etc. Mais il y a aussi, ça peut être avec les personnes qui sont atteintes d'obésité, dans les centres Personnes âgées aussi. personnes âgées, des personnes qui ont le cancer, des personnes qui ont des problèmes cardio-respiratoires. C'est vraiment toutes les personnes. En fait, c'est pour tout le monde sauf les valides. Ok. Je dirais presque un truc comme ça. Mais même pour les personnes qui ont les croisés, qui ont les... Voilà. Ils s'adaptent tout. Et là, du coup, donc t'es diplômé et toi, t'as envie de faire quoi plus tard? Et bien alors là, je suis un peu dans une période de flou. Je voulais pas continuer sur un master. Il y a du coup, l'accident de mes 18 à 23 ans à peu près, ça m'a pas... j'ai profité de fou, mais j'ai pas découvert, si tu veux, le monde qui m'entourait comme un jeune pourrait le faire. Et donc, du coup, peut-être que l'année prochaine, sûrement, je vais voyager en mode voyage sac à dos et découvrir un peu le monde qui m'entoure. Ça serait vraiment un truc incroyable que j'aimerais faire. Donc, je pense que je vais faire ça. Voilà. Et après, voir où la vie me mène. Tu penses que ton accident, il t'a fait gagner combien de temps, quel âge en maturité? Ah là là. Ça, c'est la... Non, parce qu'en vrai, je peux être vraiment un gros gamin, je peux rigoler pour un prout, tu vois. Donc, je pense que ça m'a pas fait gagner beaucoup. Mais pour certaines choses, si tu veux, je suis rentré dans un centre de rééducation où
ben, j'étais qu'avec des adultes. Donc ça, déjà, tu baignes dans un monde d'adultes, même avec toute la procédure en fait, administrative et judiciaire du coup, qui a été engagée en fait, suite à l'accident. Mais ça aussi, tu découvres un monde que à 18 ans, tu n'es pas normalement censé connaître. Et ça te fait en fait, prendre en maturité. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Et de réaliser aussi que ben, moi, je suis rentré en centre de rééducation et je m'acharnais un peu sur mon sort. Et là, je regarde autour de moi. Et là, tu vois genre, des gens qui sont brûlés. Tu vois des tétras. Tu vois des paras. Et ça, tu te regardes toi, tu te dis, oh, j'ai qu'une jambe. En vrai, je pense que je m'en sors pas si mal, tu vois. Donc ça aussi, ça te fait prendre conscience que, ben, en vrai, tu as énormément de chance. Tu relativises. Et dans le centre de rééducation, il y a une espèce de triangle où, Ouais. en fait, tout le monde peut relativiser. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense que c'est comme ça au quotidien où ben, un brûlé, alors ça, peut-être que ça va choquer les gens, mais un brûlé, il peut se dire, ben, moi, en attendant, par rapport à l'amputé, ben, au tétra, je peux marcher, je peux monter des escaliers, je peux courir, je peux jouer au foot. Un amputé, il va se dire, ben, moi, j'ai mon esthétisme qui est entre guillemets encore là, et le tétra, il dit, ben, moi, j'ai encore tous mes membres, tu vois. Donc, tout le monde peut relativiser. Alors, tout le monde ne le C'est fait hyper pas. intéressant ce que tu dis, mec. Mais moi, je l'ai un peu cerné comme ça. Et c'est vrai qu'au final, bah, putain, tu te dis, en vrai, pourquoi moi je me plaindrais et en plus, tu vois, j'étais le petit jeune, donc tout le monde faisait un peu attention à moi, tu vois. Et j'allais tout le temps avec les tétras. Gabi, c'était un Roumain tétra qui était incroyablement gentil. C'est connu. Ah, mais c'est vrai? Mais oui, mais c'était un... Accident de plongeon? Non, non, non. Non? Gabi, c'était un... Il travaillait, il est tombé d'un toit. Il était ingénieur en fibre optique. Attends, est-ce que je les connais? Il était tétra. Il parlait quand même d'un... C'était un espèce de Rouskov, un roumain. Ah, c'était. Alors, ou alors c'est pas un accident de plongeon. Qui était tout au fond de la chambre à gauche, non? Attends, je sais pas. Moi, j'étais dans l'aile. T'étais Tu sais, où? j'ai un traumato, moi. J'étais en... Ah, j'ai Ça, le. exemple, mais non. Est-ce que t'as eu Mathilde? Mais oui, ça, c'est ta kiné. Mais je la connais hyper bien, Mathilde. Mathilde. Mais oui, 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 parce qu'en plus, elle m'avait parlé de toi quand j'étais au centre de rééducation. On m'avait dit, ouais, Bon, on l'embrasse. oui, on l'embrasse, Mathilde. Je nous regarde. Ouais, je la suis et tout sur Insta, je vois un petit peu Mais sa oui. vie et tout. Et écoute, moi je trouve c'est hyper pertinent ce que tu dis et j'avais une question à te poser. Tu vois, tout à l'heure tu disais que tu avais occulté un peu ce côté je veux pas en entendre parler, ma Ouais. jambe, etc. etc. Mais tu t'es quand même posé des questions. Et où est-ce que tu as trouvé les réponses et quand est-ce que tu as voulu aller les chercher? Est-ce que tu as pris des exemples? Ouais, non. En vrai, Non. non. En fait, j'ai pas pris d'exemple. Parce que moi j'en ai eu besoin, tu vois. Eh bien, en fait, moi, non. Parce que, comme le médecin, si tu veux, il m'avait refroidi de fou en mode, tu verras, il n'y a pas beaucoup d'amputés qui mettent de prothèses et tout. Et ce qui est vrai, enfin, d'amputés désarticulés de hanche. J'en ai rencontré très, très peu, en fait, des désarticulés de hanche qui mettent des prothèses parce que c'est tellement contraignant, ça fait mal, c'est dur à marcher et tout, que tu n'as pas envie de t'emmerder avec ça au quotidien. Donc, en fait, j'avais tellement peur de me dire, oh là là, je vais voir des vidéos de gens qui marchent, ils vont marcher comme ça, comme tu vois, tu as l'image de peut-être de l'handicapé là, qui boite et tout. J'avais pas du tout envie de me mettre ça dans la tête. Si tu veux. Donc en fait, j'ai pris aucun exemple. Et après, j'ai eu des exemples après ma sortie de rééducation où ça a été un peu mes mentors. Ça, on pourra en discuter après. Vas-y, dis. C'est vrai? Ouais, vas-y. De qui j'aimerais voir ici? Ah, Non, non, mais. Ah. Bah, parce que c'est lui, du coup. Alors, ah, bon, bah, bon. Parce qu'il bon, il connaît Confidence, on peut plus rien lui cacher. Mais en gros, bon, bah, garde-le pour la Ouais, fin. c'est pour ça que je voulais pas spoil. Mais c'est pour ça. Ça oblige les gens à rester jusqu'au bout. Ouais, voilà. Il est Donc, malin. Donc, il y a eu plein de gens, quand je suis sorti du centre, que j'ai commencé un peu dans la vie active, et j'ai découvert des gens qui étaient là, moi, ouais, j'étais en admiration, tu vois, sur eux. Et c'était pas forcément par leur force, mais parce qu'ils faisaient, tu vois. Et ça m'a nourri un peu. Mais par rapport à ma rééducation, j'ai pas pris d'exemple parce qu'il n'y en avait pas. Il y avait personne dans le centre qui était comme moi. Même pas beaucoup porter la prothèse sur les réseaux et tout. Donc j'avais pas envie de me prendre la tête. Je me suis dit, si tu n'as pas d'exemple et que tu continues ton chemin, voilà.
Tu vois, parce que par exemple, parce que je me connaissais un peu aussi, on m'aurait montré un vieux de 80 ans amputé avec ma prothèse et qui marche 500 mètres, qui est essoufflé, ben, je me serais dit, tu vois, immédiatement dans la tête, Ouais, c'est en tu mode, serais c'est dit. négatif Ouais. et tu avances comme ça. Tandis que si tu n'as pas d'exemple, tu peux que toi te faire ta propre idée de Ouais, c'est comment tu vas intéressant. devenir. Mais justement, bah tu vois, moi je pense que là, tu vois, on est déjà. T'as déjà dit beaucoup de choses qui sont hyper passionnantes. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous raconter la suite, mais avant ça, on va passer à l'instant citation, où tu vas nous donner un petit peu tes mantras, etc. Et comme ça, après, j'ai encore plein d'autres questions à te poser, donc c'est parti pour l'instant citation. L'instant citation, est-ce que tu as une petite citation, J'ai une petite plusieurs? citation qui me tient à cœur, mais en fait, c'est Fluctuat nec mergitur. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Bon, c'est le slogan de la ville de Paris, mais ça. Ah, moi, ça me rappelle le 13 novembre, les attentats. Alors, il y a les attentats qui a été repris aussi par la série sur Netflix. Et en fait, je trouve que ça résume tellement alors, ma vie, mais celle de tellement d'Andy qui ont des problèmes. Mais si tu arrives à surmonter ces problèmes, ben, la vie continue, tu vois. Il faut pas s'arrêter à ça, faut pas s'arrêter à l'accident, faut pas s'arrêter comme pareil pour les attentats, pour des choses qui sont horribles, soit individuellement, soit collectivement, tu vois. Mais tu arrives à rebondir. Et en plus, c'est le début de la chanson de Georges Brassens, Les copains d'abord. Et ça, j'adore les vieilles musiques et c'est incroyable. C'est Et ton côté mon- bagnard de Miguel. ouais, c'est mon côté vieux. J'ai un tourne-disque, alors tu vois, avec que des vieux vinyles, c'est vraiment mon gros kiff. Et non, mais ouais, voilà, Fluctuating d'Invergiture, Ça veut dire quoi du coup? ça veut dire qui est battu par les eaux, mais qui ne sombre pas. Ah, alors en plus, tu vois, on peut faire la connexion avec moi qui ai failli me noyer. Ok. Ouais, c'est vrai que oui, mais non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Voilà, je sais pas comment trop le dire, mais je pense qu'avoir tout dit, mais enfin, la traduction parle d'elle-même, tu vois. Hmm. C'est-à-dire, il t'arrive un truc, ben, ok, il faut que tu arrives à surmonter cette étape. Et si tu arrives, ben, il y aura que du bonus, que du positif. Hmm. Tu peux que profiter de la vie si tu arrives à. Est-ce que tu penses qu'il faut vivre des choses très traumatisantes pour s'élever et être fort? Non, 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 non. Il y a des personnes qui sont tellement incroyables dans la vie et qui ont jamais rien vécu, heureusement. Parce que sinon, putain, psychologiquement, la population mondiale serait au plus bas, Ouais, tu mais vois. moi, je pense que tu. Enfin, moi, tu vois, je suis pas d'accord. Je pense que t'as. Je pense que Mais alors, c'est quand même les épreuves de la vie qui te forgent, tu vois. c'est les épreuves de la vie qui te forgent, euh, Et tout le monde qui ne va peuvent pas être, vivre voilà, qui peuvent être une en bien ou en mal. tétraplégie, une amputation. Et je pense que nos témoignages, ils sont aussi importants pour ça. C'est pour faire relativiser, comme tu le disais, pour peut-être faire écho. Mm. Mais je suis pas sûr que. Je sais Alors, pas. après, tu vois, l'accident il m'a amené à faire des choses jamais de la vie, j'aurais pensé faire ça, tu vois. Mhm. Euh, du coup, j'ai du tout à apprendre. Tu vois, je suis une diplômée d'université. Enfin, non, rien que ça. Je me disais ça, gamin de moi, à 18 ans. Laisse tomber. Tu vois, les études sup, jamais de la vie. Voilà, maintenant, je fais des sports incroyables. Je découvre des sports incroyables. Je me Oui. lance des challenges, ouais, le wake. Mais je me lance vraiment des challenges de fou. J'ai fait un triathlon. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Et jamais de la vie, avant, je me serais dit, tiens. Et du coup, d'ailleurs, bon, tu vois, genre, je sais vers quoi je t'emmène sur l'interview. Parce que bah, tu étais sportif. Ouais, Tu dis que tu fais plein de choses, etc. Le wake. Le ouais. wake, c'est vrai que cette année, on n'a pas eu l'occasion d'en faire Oui, c'est vrai. ensemble. Avec l'association Magic Bastos, avec Yann. Et, Exactement. bah moi, c'est vrai que, tu vois, là, je te rencontre aujourd'hui et putain, j'aurais kiffé, mec, partager un week-end avec toi. Et le WEC, c'est venu comment? Enfin, tu. En fait, j'ai redécouvert le sport en fait au centre de rééducation Mm. par l'association Comme les autres. Ok. Et c'est Delphine que j'embrasse, gros bisous à Delphine, qui On m'a l'embrasse. contacté Trop bien. et qui m'a dit, ben écoute, elle m'a pris sous son aile. Elle m'a dit, ben moi je vais t'accompagner. L'association Comme les autres, c'est ça, c'est accompagner des gens accidentés pour leur faire découvrir du sport, mais aussi les accompagner à reprendre le travail et tout ça. Et moi, elle m'a fait découvrir tellement de sports, du tennis, enfin, vraiment plein de trucs. J'ai essayé, j'ai pas aimé, j'ai aimé. Donc j'ai commencé par le tennis. Après, j'ai fait de la natation, où j'ai fait des compétitions de natation et tout ça. Mhm. Et après, donc là, je me suis mis au CrossFit depuis 3 ans à peu près. Et donc, ce qui est cool, tu vois, c'est que le CrossFit, ben, en fait, je fais des compètes valides. Du coup, en fait, ben, je me bats contre des valides.
Et donc, à chaque fois, Tu les fumes. ils ont un peu le seum. Ils... ils ont un peu le seum quand. Enfin, bon, je gagne pas, tu vois, mais j'arrive pas dernier. Et en plus, c'est à deux. J'en fais avec une pote à moi. On fait tout le temps les mêmes compètes et c'est incroyable. Et c'est ça qui est cool, tu vois, c'est que j'adore prouver que aux valides que j'arrive à les battre, tu vois. Ouais. Et ça, c'est trop cool parce que je suis très, très compétiteur. Ouais. Et donc, ça, c'est trop bien. Quand je rentre dans une box de CrossFit et tout le monde me voit en mode. Ils me regardent un peu tous de travers en mode ouais, il a qu'une jambe, comment on va s'y prendre alors, les coachs, ils sont trop cool, mais tout le monde me regarde un peu comme ça. Au final, quand ils me voient faire les trucs, tu vois, bon. Et ça fait combien de temps que t'en fais du CrossFit? Ça fait 3 ans. 3 ans. Je fais des compètes depuis un an et demi. Ouais. Tu vois, et je fais des compètes, en fait, il y en a un peu partout T'as fait dans la région. Comment? T'as fait Non, j'ai pas fait la mais j'aurais bien aimé le faire. Mais non, je fais surtout des petites compètes. Ça, c'est une grosse compète, tu vois. Mais je fais surtout des petites compètes, voilà, avec. C'est hyper bonne, tu vois, hyper bonne. Bonne école. Ouais, hyper bonne. Hyper bonne. T'en retrouves. Entente, une hyper T'inquiète, bonne. mec, t'inquiète. Hyper bonne. Bon. Ah ouais, c'est une bonne ambiance. Ouais, voilà, putain. C'est hyper bonne ambiance, les petites compètes et tout. Et Délire. ouais, c'est hyper mon délire. Vraiment, tous les gens, ils me soutiennent de fou en mode ouais, c'est incroyable ce que tu fais et tout. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en plus, j'arrive à les battre. Et ça, c'est incroyable. Ah oui, si, j'avais une question. Parce que du coup, donc, tu me disais, t'as fait de la boxe, t'as fait du rugby. Ouais. Moi, j'ai fait du rugby il y a C'est peu vrai. de temps. Et du coup, j'ai une petite question comme ça, c'est juste par curiosité. Mais t'as joué à quel niveau en rugby? Ouais, j'étais pas très bon au rugby, enfin, faut qu'on se le dise. Ah ouais? Ouais, j'ai joué. Alors, de base, je suis de Bagnères de Bigorre. Donc, j'ai joué à Bagnères de Bigorre. Et après, mes parents, ils ont déménagé d'Irlande, à Seignos. Donc là, j'ai joué à Tyros. Ouais. C'est quand même des clubs assez. Saint-Vincent-de-Tyros. Ouais, Saint-Vincent de Tyros. C'est des clubs qui sont assez connus parce que c'est quand même. Tu connais Johan Durkee? Non. C'est Non. un ancien pro. En fait, c'est le frère d'un de mes meilleurs potes Ok. du lycée, de la fac, etc. On s'est un petit peu perdu de vue, on s'est un petit peu retrouvé là via un pote à nous, kiné, Thomas, d'ailleurs, qui regardera certainement cette interview, parce qu'il fait aussi du CrossFit, qui est sur le bassin en ce moment. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, en fait, il nous a un petit peu recontacté. Et son frère, du coup, à Romain Durkee, donc, qui est un pote à moi, qui a un parcours aussi, je pense que je pourrais le faire venir dans Confidence, parce qu'il a vécu des choses aussi comme nous, comme on en vit tous. Et son frère était pro à Mont-de-Marsan. Ah ouais, ok. Et il est parti faire sa fin de carrière à Saint-Vincent-de-Tyros. Ah ok. Ouais. Du coup, toi, t'as fait quoi? T'as fait cadet? Moi, j'ai fait. J'ai joué jusqu'à 14 ans à peu près, ou 15 ans. Et après, j'ai commencé par ça, dans le rugby. Et voilà, et après, j'ai fait de la boxe. Et ça, la boxe, pour un ado qui a un peu des problèmes dans sa tête, Ça fait du... ah ouais, ça défie cadre. tellement, ah ouais. Et tu vois, ça aussi, ça a été une partie de moi que j'ai dû, entre guillemets, abandonner. Alors, je dis pas que tous les handis à qui il arrive des accidents ou quelqu'un qui devient handi doit abandonner ce qu'il a fait avant. Pas du tout. Mais c'est juste que ça concerne que moi. C'est-à-dire que je suis quand même assez compétiteur et j'allais être frustré de ne pas retrouver mon niveau d'avant, tu vois. De pas T'as fait de la tout simplement de la boxe quoi? anglaise. Anglaise? Donc, du coup, de ne pas avoir le jeu de jambes que j'avais avant, de ne pas avoir la même motricité, la même habilité, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça que tous les objectifs que j'avais, ce que j'aimais, j'ai tout pris. Alors, ça a pris du temps, j'ai tout jeté. Et après, je suis reparti de zéro. Et parce que je savais que mentalement, j'ai voulu reprendre la boxe. C'était un sport que j'adorais, avec une équipe que j'adorais, un entraîneur que j'adorais. Mais j'ai dû tout jeter parce que ça me faisait trop de mal à chaque fois que je me réentraînais ou que j'essayais un entraînement. Et t'as arrêté en mode avec ton... Ouais. Ouais. J'ai pas réussi avec lui. J'avais réussi. En fait, un jour, je vais m'entraîner quelque part avec un entraîneur, enfin un coach sportif. À la fin, il me fait boxer et je n'osais pas lui dire non, tu vois. Je n'osais pas lui dire en mode, je ne peux pas, c'était au-dessus de mes forces. Et du coup, j'ai pris sur moi et je suis sorti de là. J'étais démoralisé en mode. En plus, c'était pas du tout coach de boxe, c'était juste pour me faire, tu vois, un entraînement. Ouais. Et en fait, ça m'a dit, en mode, wow. C'est là où j'ai dit, plus jamais je reboxerai. Et ça m'a pris énormément de temps à me l'avouer à moi-même. Pareil pour pompier, où, alors, je dis pas qu'il faut abandonner aussi ses projets, hein, mais c'est juste, moi, ça concerne que moi et moi-même, où je me ferais plus de mal à essayer de
combattre ça pour essayer d'y arriver. Et alors, tu vois, je pourrais peut-être bosser dans un PC, tu vois, pour les standards téléphoniques aux pompiers et tout, mais c'est pas ce que je voulais. Donc, du coup, voilà, j'ai mis du temps à l'accepter. Et j'ai mis les choses au clair avec moi-même. Et ouais, c'est ça, t'as choisi une autre voie. ouais, c'est ça. Faut juste trouver d'autres voies, d'autres objectifs. Et après, voilà. Et par curiosité, genre, vas-y, tu veux me dire 3 boxeurs là qui te viennent en tête que tu kiffes? Alors, 3 boxeurs. Bah, alors, le premier, Mohamed Ali. Incroyable. Incroyable. Et en plus, pendant ma rééducation, mon prof de boxe, il m'avait amené un énorme livre, en fait, sur plein de boxeurs, tu vois, avec Marcel Cerdan et tout. Et donc, des vieux boxeurs. Et donc, ouais, Mohamed Ali, après Mike Tyson, le classique. Ouais. Et en plus, là, en ce moment, avec mon cousin, j'étais beaucoup l'UFC. On a été 2 fois à l'UFC à Paris, je sais pas si tu suis. C'est ça, un petit peu. Donc, en vrai, on est très, très fan de Cyril Gane. Donc, Ouais. ça, c'est un autre Ouais, sport. un autre aspect, mais c'est intéressant. Ouais, bah, Mohamed Ali, Mohamed Ali, classique. classique. Classique, c'est Attends, intemporel. j'ai regardé quoi comme documentaire Attends, qui c'est qui l'a battu? C'est C'est le Joe Frazier. c'est Joe Frazier, ouais. Joe Frazier, ouais. Putain, j'ai regardé un documentaire. Lui, c'est Mais incroyable. il a une vie incroyable, ouais. Qui était devenu pasteur, qui est revenu parce que son église. Qui est Mohamed Ali? Non, non, Ah, Joe, ouais, Joe parce que Frazier, ouais. Mohamed Ali, Et puis pasteur. ils se sont réconciliés, Ouais. alors qu'en fait, ils étaient hyper. Enfin bref, moi j'adore la boxe parce que je trouve que c'est un sport d'abnégation, Ouais. enfin, Discipline. de discipline de Ouais. ouf, etc. Et j'ose C'est- imaginer la frustration c'est- que tu as eue. Ouais. C'est un peu comme le rugby, mais après, comme beaucoup de sports où ça t'apprend un peu la vie, on dit tout le temps que le rugby, c'est l'école de la vie, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que la boxe, c'est pareil. Tu dois bien te comporter. Il y a des règles écrites ou non écrites à respecter. Pareil pour la boxe. Ben, voilà, et pour un jeune de 14 ans, je suis rentré. En plus, il y avait beaucoup d'adultes. J'ai pris des sacrés roustes. Ouais. Mais putain, mais qu'est-ce que ça faisait du bien, tu vois, à la fin des cours. Ça te En plus, prend elle était à 500 mètres de chez moi. Ouais. Du coup, j'y allais des fois en courant, j'y allais des fois en vélo. Et ça a été hyper dur, tu vois, à passer à autre chose. C'est pas l'aspect physique, pour moi, c'était un peu secondaire, tu vois. C'est dur, hein, mais c'était pas ça qui passait en priorité. C'était vraiment, voilà, je peux plus faire ce que j'aime, tu vois. Mais c'est marrant parce que tu vois, genre, bon, tu vois, là, toi, t'es en interview aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai un appel. Et peut-être que le prochain invité, on verra, c'est un rugbyman, du coup, pro. Et c'est le premier à avoir fait son coming out. Ah, putain, trop bien. Ouais, ouais. Hyper intéressant. Et du coup, Jérémy Clamy, si je ne m'abuse, parce que je le connais pas, pareil, mais du coup, voilà, je l'avais vu sur les réseaux. Et du coup, ça va peut-être faire le lien avec le prochain invité. Mais bon, j'attends l'appel aujourd'hui. Tu vas voir. Croise les dents, croise les On dents. verra la semaine prochaine si c'est lui en vidéo. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai l'appel juste après notre interview. Et j'aimerais bien qu'il vienne. Parce que je pense qu'il a Ouais. des belles. Ouais. Parce que toi, tu parles d'école de la vie. Et c'est vrai que c'est un sport, en tout cas, moi bah, tu sais, c'est les copains. Il y a toujours une entraide. Ouais. Et il y a des belles valeurs qui sont véhiculées. Bon, tu vois, là, il y a le Stade Toulousain qui avait battu Bordeaux. Et moi, je suis une bannière de Migan, donc je suis pour le Stade Toulousain. Ouais, voilà. Ah bah après, puis c'est ça, en fait, c'est que c'est toujours bonne école. Ouais. Tu vois, genre, moi, j'en veux pas au Stade Toulousain. Ils ont été trop forts, ils ont gagné. Et tu vois, genre, même Dupont, il a parlé dans Tétu, donc un magazine. Ouais. Il a posé pour. Ouais, il a posé. Et tu vois, il parle une justement première. il parle de Jérémy, je crois. On en parlera certainement dans l'interview. Où il dit, bah, en fait, il a fait son coming out, mais je pense pas que ça soit le premier. Ouais. Ni le dernier. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question pour Après, moi, enfin, si je peux te dire aussi. En vrai, j'ai plein de choses à dire parce que. T'es chez toi, mec. euh, Parce que j'avais une question, mais j'en ai plus. Enfin, je cherchais une question, et puis finalement, il y a déjà dire. Donc, Mais ce que j'aimerais parler, c'est par exemple le rapport au corps, le rapport à l'autre et au regard de l'autre, tu vois. Ça, pour n'importe quel handi, c'est à accepter. Et c'est une chose qui est. Il y en a, ils vont arriver, ils vont s'en foutre, ça va très bien se passer. En fait, c'est chacun le prend comme il a le temps de le prendre, tu vois, comme il a le temps de l'accepter. Moi, je sais que c'était très compliqué au début, très compliqué par rapport aux gens de mon âge, par rapport aux jeunes, aux encore plus jeunes, aux adultes. Enfin, c'est des regards que tu n'oublies pas, tu vois. Et ce qui, moi, m'a débloqué, en fait, c'est que je suis sorti du centre de rééducation et j'ai commencé la natation. Et la natation, bah, tu es dans un bassin, tu es en maillot de bain, on voit toutes tes cicatrices, on voit que tu n'as qu'une jambe, tu es, entre guillemets, à nu. Et là, tout le monde te regarde, tu vois. Et c'est incroyable parce que quand tu nages,
bah, tu nages. Alors, en plus, je nageais avant, tu vois, j'avais mon BNSSA et tout. Bon, j'étais pas un très bon nageur, mais je nageais. Ben, quand j'ai commencé à nager en tant qu'amputé et que je voyais que je commençais à battre des valides, que, ben, ok, ils me regardaient quand j'étais à l'extérieur du bassin, mais à l'intérieur du bassin, tu vois, c'est moi qui les regardais dans le rétro, tu vois. Mais c'est un truc qui m'a débloqué. Et à partir de là, où j'ai compris que, ben, ok, on me regarde, mais à travers le sport et à travers l'image que je renvoie, ben, les gens, ils vont plus me regarder et ils vont me regarder avec des yeux d'émerveillement et pas d'interrogation, tu vois. Et, et aussi, ce que je dis tout le temps, c'est que moi, il y a un Andy dans la rue qui passe, je le regarde. Je trouve que l'être humain, il est fait pour s'interroger. Et c'est normal de voir quelqu'un dans la rue qui est habillé bizarrement, tu vas le regarder. Quelqu'un qui a les cheveux bleus, tu vas le regarder. C'est normal. Mais après, c'est le jugement que toi t'apportes et la façon dont tu le fais qui va totalement changer. Tu vois? Et je trouve que, ok, c'est normal de regarder. En vrai, je suis le premier, quelqu'un qui est amputé dans la rue, je regarde tout le temps en mode, ah, il a quel type de prothèse et tout. Et pareil en fauteuil, tu vois. Pareil. C'est normal, c'est normal. En plus, nous, on croise des Andis, t'as l'impression que c'est tous tes potes. C'est un peu comme les motards, tu sais. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Tu fais le petit signe comme ça. Mais c'est normal de regarder, d'être intrigué et tout. Après, c'est la façon, comment tu te comportes avec lui, comment tu le regardes, qui va tout changer. Et je pense que toi, tu as dû avoir des regards Mais incroyables, des regards qui t'ont cassé les couilles. ouais, bien sûr, mais tu dis un truc et j'ai envie de rebondir là-dessus. Tu dis, ouais, je suis à nu, tu vois, je suis à la piscine et tout. Est-ce que tu penses que d'avoir fait ça, tu te mets déjà, tu mets en confrontation les autres à s'interroger, mais est-ce que tu le fais pas aussi pour toi en mode, je me confronte à Ouais. moi-même, à ma propre perception du corps et à ce que je renvoie? Ouais, c'est plus à la. Ouais, Tu vois, genre, c'est un peu ça. moi, je sais que des fois, je me. C'est un objectif, c'est un Bah, challenge. tu vois, genre des fois, genre, bah pareil, mon corps, j'ai perdu 10 kilos, je les ai repris, mais pas en muscle, tu vois, j'ai plus les abdos, tout ça. Et maintenant, en fait, je me dis plus, bah vas-y, on va juger mon ventre de tétra, je vais retirer mon truc et tout. Je me dis, bah vas-y, j'ai le corps que j'ai. Bah là, il y a la foule, je me mets torse nu. Et en fait, Ouais. c'est à moi-même d'accepter, bah je suis différent. Et après, bah c'est soit on m'accepte comme je suis, et soit c'est pas le cas. Mais je m'en fous parce qu'en fait, j'accepte l'idée que mon corps, il est évolué. Mm. Et finalement, bah je fais avec, tu vois. Ouais. Et tu vois, ça aussi, quand je marche dans la rue, en vrai, c'est un peu la façon aussi de me rassurer. Mais je marche dans la rue et je me dis que je cultive les gens. Parce que C'est putain, mec, je me dis la même. Ce matin, en venant avec ma trotte, c'est exactement ce que je. je cultive les gens. C'est-à-dire que les gens, ils vont te regarder, ils vont rentrer chez eux et ils vont se dire, putain, mais aujourd'hui, s'ils n'ont jamais vu, aujourd'hui, j'ai vu un mec, il avait genre une jambe en carbone et tout. Ouah, c'est incroyable. Pareil, il va faire ses petites recherches sur Internet. Et je me dis, je cultive les gens. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent, quand je suis entré en STAPS, ben, il y avait plein de gens qui me posaient des questions et tout. Et c'est juste que j'apporte une espèce de savoir, je leur ouvre un monde qui leur est inconnu. Et je me dis, c'est incroyable de faire ça, tu vois. Il y a pas, enfin, c'est pas beaucoup de gens qui peuvent Ouais. dire ça, tu vois. Bah, je crois qu'on est sur une qualité d'interview qui est assez exceptionnelle aujourd'hui. Je crois que je me prends des tartes par un petit jeune. Non, mais écoute, là, on a parlé de pas mal de petites choses. Je t'avoue qu'il y a des questions qu'on m'a posées pour toi. Et bah, je les ai pas volontairement posées pendant l'interview et on va y répondre. Donc, on passe à la FAQ de la commu. Donc, je vous rappelle, le principe de la FAQ de la commu, il est tout simple. Vous venez vous abonner sur mon compte Instagram, El Marticino. Le principe, c'est que vous posiez des questions au prochain invité. Et donc là, bah, moi, j'ai fait une petite story sur toi pour te présenter rapidement en expliquant aussi bah, ce que je disais au début de la vidéo. Et j'ai eu quelques questions, donc je pense que tu vas être pertinentes, je vais te les poser. Donc c'est parti pour les FAQ de la commune. Bon, on est à la FAQ de la commune. Du coup, là, j'ai 6 personnes. Alors, je sais pas si on va voir si... je sais plus trop, faut que je regarde. Mais j'ai Noix de Coconut qui dit j'ai rien à dire, juste un warrior, quel courage. Alors j'ai une Merci. personne, est-ce que tu vas savoir qui c'est? Ouais, il a posé une question. Oui, oui, oui. Quelle signification pour ton tatouage hier encore? Ah, c'est C'est qui 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 a c'est? posé ça? C'est Yann? Non, C'est qui? c'est Anto. Mais non, c'est vrai? Anthony Martin, ouais. Putain. Mais hier encore, bon, alors déjà, je suis. Bon, Anto, si tu nous regardes, on te fait un gros bisou. Mais en gros, si tu veux, hier encore, je suis un très grand fan de vieilles musiques, comme j'ai dit. Et j'adore Charles Aznavour. Je savais que c'était pour ça. Et, Je sais pas, je m'en suis dit. et en plus de ça,
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et je jouais de la vie comme on joue de l'amour. Je trouve que c'est une chanson qui est hyper nostalgique sur le passé et qui, Charles Aznavour, il raconte un peu du coup ses 20 ans et en mode qu'il a fait un peu le deuil de ses 20 ans. Et comme moi, j'ai fait un peu le deuil de mes 18 ans. Et je trouve que c'est une hyper forte chanson parce que c'est une chanson qui est nostalgique, qui renvoie au passé et, euh, et qui est un peu triste, tu vois, mais qui raconte il a profité sans trop profiter. Et je trouve que c'est incroyable comme musique, hyper forte. Et du coup, il est où ton tatouage? Ici. Il y a encore? Vas-y, Ouais. montre-le à la cam. Waouh, il va falloir que je me tourne. Stylé. Joli triceps, hein? Ça s'entraîne au CrossFit. C'est bien, ça va être la prochaine question. Justement, j'ai une question de Adeline Brière, qu'on embrasse, que je connais du ski. Quel type de prothèse il met pour soulever des charges lourdes? Et pour soulever des charges lourdes, je ne mets pas de prothèse. Enfin, en fait, la prothèse DDH, enfin des articulés de hanche, pardon, elle est très contraignante et elle fait très mal. Et j'ai essayé et ça me fait trop mal. Donc du coup, je fais sur une jambe. Donc tous mes sports que je fais sur une jambe. Donc je fais du ski sur une jambe avec des bâtons. Je fais du crossfit sur une jambe. C'est fatigant, mais après ça s'apprend comme tout et le corps s'habitue, surtout quand on a 23 ans. Mais voilà, le corps se renforce, le corps s'habitue. Et voilà, si on fait les choses correctement et en respectant des règles, on se fait pas mal. Et pour l'instant, jamais fait mal. Mais c'est bien parce que tu réponds à l'autre question, qui est de Sonia, qui est mon auxiliaire de vie. Et elle me disait pourquoi faire le choix de pratiquer du CrossFit sans prothèse. Donc toi, il a répondu, c'est que... C'est que ouais, c'est contraignant. Après, il y a dans le monde, les gens qui font du CrossFit en étant amputés, c'est une catégorie qui s'appelle adaptive, enfin lower et tout. Ils font avec prothèse. Mais c'est juste que moi, à cause de mon amputation, et je fais sans prothèse parce que Bah pas le choix, et puis parce que c'est moins contraignant, et puis... c'est moins contraignant, mais ça doit être... c'est moins énergivore. Mais le seul truc, c'est que il y a beaucoup de médecins et de personnel de santé qui m'ont un peu mis le haut là, où en gros, il faut faire attention, en fait. J'ai que 23 ans et je mets des contraintes sur ma jambe qui ne sont pas normales et naturelles pour des articulations, et donc du coup qui peuvent amener plus tard dans ma vie des problèmes. Ouais. De l'arthrose, de l'arthrose de hanche, de genou. Enfin voilà, quand je fais des squats avec, je sais pas, 60-70 kilos, ben, je mets 60-70 kilos sur une jambe, tu vois. Donc voilà, il faut équilibrer. faut savoir doser, Voilà. mais il faut savoir le faire. Ouais. Et je suis pas très bon pour ça. Ouais, on est... je pense qu'on se ressemble beaucoup. Mais... J'ai une autre question. J'ai Anaïs qui me demande, est-ce que c'est encore plus une injustice de perdre une jambe lorsqu'on aime le sport? Non, parce que faire du sport, c'est accessible à tout le monde. Chacun a sa notion du sport qui lui appartient. Il y en a, marcher, courir, ça va être du sport. Enfin, peu importe, tant qu'on fait du sport et tant qu'on est bien dans sa tête, c'est pas une injustice. Il faut juste prendre le temps de trouver le sport qu'on aime ou les sports. Moi, je trouve que c'est pas une injustice. Ce qui est une injustice, qui peut paraître une injustice, c'est pourquoi ça m'est arrivé à moi à 18 ans. Ben, ça, faut juste l'accepter. C'est la vie. C'est comme ça. Voilà, après, faut savoir rebondir, quoi. Et moi, le sport, ça m'a vraiment, ça m'a sauvé, quoi. Ouais, donc comme quoi, pratiquer du sport à votre convenance, votre rythme, c'est super important. Moi, je suis très, comment dirais-je, je pense que le sport, il peut être très salvateur pour plein de raisons. Pour le sport santé, pour créer du lien social, et comme on le disait aussi, tu vois, avec des sports un peu collectifs comme on a pu en pratiquer, bah tu vois, c'est qu'il y a aussi cet élan de solidarité, et voilà, c'est le lien social. Au-delà de faire du bien au physique, qui est incroyable avec le sport, c'est que ça te fait du bien au physique et au mental. C'est qu'il n'y a pas de médicaments qui soignent et le physique et le mental, tu vois. Où on te fait prendre du muscle et en plus de ça, tu vas bien à ta tête. C'est incroyable. Donc, c'est pour ça que le sport, c'est... Ouais, puis je pense que le sport, il t'a aidé dans ta reconstruction, dans ta facilité Enfin, ta facilité. De m'accepter, d'accepter le regard de l'autre, la conscientisation que les choses prendront du temps. Ouais, c'est ça, ouais.
Donc, je sais pas si t'as un truc à dire là-dessus. Non, mais non, après, tu vois, la rééducation, au final, c'est du sport. C'est un combat, il y en a, ils vont réussir dans un sport au bout d'un mois et ils vont sortir du centre de rééducation. C'est pareil, mais il y en a, ils vont durer 1 an et demi. Faut prendre le temps, faut progresser à son rythme. Et je trouve que la rééducation et le sport, c'est un beau parallèle où, au final, tu as des entraîneurs, tu as des coachs et tu as du soutien et voilà, tu avances à ton rythme. Voilà, pour avoir le niveau que tu veux. J'ai une dernière question de Julien. Je sais pas comment tu vas la prendre, la question. Ça fait quoi de savoir qu'il reste plus fort que la majorité des gens valides? Hmm. Non, enfin, ça fait du bien, mais non, mais c'est vrai que ça, j'adore. Enfin, c'est un petit boost d'ego pour moi de me dire que il y a eu plein de sports que j'ai fait, alors bon, ou que je fais et j'arrive à battre des valides et ça, c'est un truc qui me pousse tellement. C'est pas pour en plus pour faire le frimeur ou quoi, mais en plus je le montre pas. Mais dans ma tête, le fait de me dire ça, c'est un truc qui va me donner la hargne, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est trop bien. C'est une belle revanche. Ouais, c'est une belle revanche. Et puis à la fois, tu apprends aux gens entre guillemets, à devenir humble, tu vois. Et moi, j'ai fait un triathlon et il y avait un para, tu vois. Et il y avait un para et vraiment, il m'a mis une rouste. Et moi, ça m'a fait devenir humble par rapport à un Indé, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que le mec à la natation, il m'a mis une rouste. Et j'étais là en mode, Il était quoi putain, comme bateau? genre para là. Ouais, donc il nage qu'avec les bras, quoi. Ouais. Après, il faisait de la natation et il m'a mis une rouste et j'étais là. Putain, merde. C'était qui? C'était Julien Viau. Et ben, on va passer à la dernière question de cette interview, qui est la question signature sur Confidence, à savoir, voilà. Donc, c'est parti, petit générique. Très bonne transition. Donc, ça y est, on a la question signature. Moi, je te remercie infiniment, Pierre, pour ton témoignage, de m'avoir fait confiance d'être venu. Je le rappelle, hein, il y a... Mais ça s'est fait par message vocal sur Oh ouais, WhatsApp c'est ça, à minuit. sur Insta, je t'envoie un message. Ah oui, sur Insta. Ouais, j'avais pas encore ton numéro à ce moment-là. Mais je l'ai toujours pas d'ailleurs. Non, c'est vrai. Faudra peut-être que tu me le donnes. Enfin, on ira boire un verre. Non, mais tu vois, ce qui est fou, c'est que moi, c'est ma 6e interview. Donc, pareil, vous pouvez juger de me dire C'est ta progression. ouais, de ma progression et puis de me dire mes axes d'amélioration parce que c'est ma 6e interview, les gars. Donc, déjà, soyez tolérants. Et puis, moi, c'était un défi aujourd'hui de t'avoir en tant qu'interviewé. Et puis, toi, je pense que c'était aussi un défi pour toi parce Ouais. que tu n'avais pas forcément l'habitude d'en faire dans ce cadre-là. Donc voilà, il y avait un double défi et c'était aussi ça. Et puis c'est aussi important de montrer comment se construit Confidence. Et au sein même de Confidence, on montre comment nous-mêmes on se construit par rapport à un Ouais. projet où les gens ils disent peut-être c'est des professionnels parce qu'on a du matos et tout. Et vous allez voir toutes les galères qu'on a eues. Donc voilà, c'est aussi montrer au sein même du projet qu'on évolue finalement. Donc moi, ma question signature avec toi aujourd'hui, c'est de savoir, voilà, tu me témoignes ton parcours, tu me parles de mentor. Est-ce que tu as une personne que tu aimerais bien voir sur Confidence, que je pourrais peut-être inviter, et si oui, me dire qui c'est, et développer un petit peu sur cette personne-là. Donc j'ai pris une personne, en plus, je pense qu'elle va pas du tout s'attendre. Mais quand je suis sorti de centre de rééducation, donc comme on parlait tout à l'heure, pendant le centre, j'avais pas du tout de repères, de mentor ou quoi. Et je suis sorti du centre de rééducation et j'ai commencé la natation dans le club de Laurent Chardard. Je sais pas si tu vois qui c'est. Alors, faut que je te le dise avant que tu me dises qui c'est. Je le connais très bien et je voulais qu'il vienne sur Confidence. Et il m'a répondu sur Insta, il m'a dit là, mec, il y a les jeux, c'est mort, je m'entraîne. Mais il m'a dit pour une prochaine. Donc, Est-ce que je continue ou ouais? ah bah ouais, bien sûr. Bon, mais c'est trop bien alors. Et en fait, je me suis entraîné avec lui et en plus, il préparait les Jeux de Tokyo. Et vraiment, j'ai vu en lui, en plus, je l'ai pas dit, je l'ai jamais dit, tu vois. Mais j'ai vu en lui, waouh, mais vraiment, il parlait, je buvais tout ce qu'il disait. C'était genre, je l'idolâtrais, tu vois. Et il a un handicap qui est quand même beaucoup plus lourd que le mien. Il a un bras et une jambe suite à une attaque à la Réunion D'un requin. d'un requin. Tu peux tout dire. Hein. Ok, non, mais comme je voulais pas trop spoil, si jamais. Hein. Ah, mais t'inquiète, Ok. spoil, mec. Et donc, il a une bras et une jambe à cause d'une attaque à la Réunion par un requin. Il s'est fait croquer. Il s'est fait croquer. Je crois qu'il avait 18 ans. Et donc, au même âge que moi. Et moi, je venais de débuter dans la vie de jeune Andy qui découvre un peu le monde, de comment il se débrouille avec son handicap dans le monde.
Et comment je voyais qu'il faisait, j'étais là en mode, oh, mais c'est incroyable, c'est comme ça que j'ai envie d'être, en fait, tu vois. La mentalité qu'il avait, le courage et même la force, enfin, déjà, en natation, bah, je m'entraînais avec lui. Quand il a préparé ses jeux, je m'entraînais avec lui. Et enfin, bon, il mettait des roustes à notre entraîneur, il mettait des roustes à tout le monde. Il est monstrueux, tu vois. Et il a une force de caractère, il arrive tout le temps à se débrouiller et tout. Il réfléchit hyper bien, en fait, à aménager son monde par rapport à son handicap. Ouais. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le font, comme Yann, qui va pas attendre qu'il y ait la dernière technologie qui sorte Il va faire. pour aménager son handicap par rapport au monde. C'est lui qui va penser et se débrouiller à confectionner un truc avec 3 morceaux de bois, limite. C'est le MacGyver vraiment des Andes, ce mec. Ce que je dis, mec. C'est un truc de fou. Yann, c'est... Enfin, voilà. Ouais, mais on l'embrasse parce que moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Enfin, il le sait, tu le sais, mon Yannou. Et d'ailleurs, c'est trop drôle parce que je pense qu'on va finir là-dessus. C'est que Yann, tu vois, on parlait du stage de Wake, on ne s'est pas rencontrés et on va faire cette dernière connexion et ce dernier lien-là, dur à dire. Mais ils m'ont fait, et je pense qu'on pourra mettre les images, tiens, d'ailleurs, on les mettra. Ils m'ont fait faire... Du Wake. Il m'a confectionné un truc, mec. Ouais, il m'a raconté. Il t'a raconté? Quand, Bon, en fait, moi, je peux pas tenir le palo. Donc, en fait, je peux pas en fait faire du wake. Il m'a accroché la coque et tout. On a des plans au drone et tout. Et mec, ils m'ont fait décoller en wake. J'ai mis 3 jours avant d'y arriver. Let's go. Always persevere. Et on a réussi. Genre, c'était un moment qui était très émouvant parce que, voilà. Et encore une fois, il s'est basé sur ce qu'il avait vu d'un autre mec que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, qui s'appelle Damien Bedos, pardon, qui lui est tétra et qui a un peu donné des idées à Yann. Et Yann, en fait, comme tu me disais, avec 3 bouts de bois, il te fait un truc. C'est fou, Il m'a fait décoller. Et puis, Yann et Justine, si tu veux, ils ont tellement d'amour à donner. C'est un truc de fou. Et quand tu leur parles d'un truc, tu es sûr que le lendemain, ils vont t'aider pour avoir, alors que tu leur as pas forcément demandé de l'aide, tu vois. Et c'est ça qui est incroyable avec ces personnes-là. En fait, ils te donnent sans rien attendre. Ouais, ça n'a rien à attendre en retour, ça c'est fou. Et moi, Yann, il m'a aidé pour mon van, il a regardé l'électricité, là, il m'a changé une pièce. Mais il est trop fort. Hein. Ouais. Il est trop fort. Mais voilà, bref, Yann, très très fort et mec très humble, très gentil. Ouais. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, genre, je pense qu'il viendra dans Confidence parce qu'il a beaucoup de choses à nous raconter. Et ça me ferait tellement plaisir d'avoir mon pote de l'interviewer. Et j'ai encore perdu le fil de ce que je voulais dire, ça merde. Tu sais que Yann, c'est un mec, tu sais, on parle du niveau d'études et tout. C'est un mec, je crois, il a juste le BEP, je crois. Et le mec, il est d'une intelligence et d'une vivacité d'esprit, d'une sagacité qui est juste exceptionnelle. Ah ouais. Mais en plus, c'est quand tu vois comment il se démerde et tout, il est hyper manuel. Et toi, t'es là en mode, je suis qu'une merde. Genre, toi, tu changes une ampoule, t'as l'impression d'être électricien. Lui, il va aménager un van alors qu'il est en fauteuil. Il va faire l'électricité, la plomberie. Et t'es là en mode, waouh. Bah, la dernière fois, tu vois, il est passé, il a mis un carton par terre, il s'est foutu par terre. Il a mis le cric sur mon van qui fait 3 tonnes, il l'a levé et puis il s'est foutu par terre. J'ai une photo, une vidéo. Ça se trouve, je te la filerai pareil pour le montage. Et tu le vois par terre et tu te dis, putain, le mec, il est para, il fait tout ça, quoi. Bref, en tout cas, on a tellement d'exemples à donner. Tu vois, là, on a donné tellement de gens qui ont... Tellement de noms. Tellement de noms. Et en fait, on se rend compte de toutes ces connexions qui se créent, de toutes ces personnes qui sont inspirantes, en fait, et de manière très humble. Donc, voilà. Franchement, Pierre, c'était... Trop bien, je suis trop content. Voilà, c'était un moment de kiff. Et c'est que du kiff. Et Confidence, c'est que ça. Je te remercie infiniment d'être venu dans Confidence. Voilà, en tout cas, pour cette 6e interview, elle est terminée. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines interviews. J'embrasse Chloé qui m'a fait rappeler qu'il fallait pas que j'oublie d'activer la cloche des notifications. Et bref, du coup, activez la cloche. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. C'était El Marticino avec Pierre Borgella et Kevin. Et Kev qui est au cam. Et bref, ce qu'on va passer, c'est exceptionnel. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse et à très, 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 très vite.